J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Et si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est le son de ce que je dis. Parfois, le sens est moins convaincant que le son de la parole. C'est un phénomène qui se vérifie dans les églises, par exemple, et dans toutes les situations où des gens parlent de Dieu et de la providence. Toutefois, j'espère me faire comprendre. En même temps, ce n'est pas grave si on ne comprend pas, du moment qu'on m'écoute. Je vais vous faire part de plusieurs questions que je me pose. C'est le mot providence qui a fait venir ces interrogations. J'y ai beaucoup réfléchi dernièrement. Et une fois qu'on commence à étudier quelque chose, on en voit des exemples partout. C'est appréciable. Étudier est une distraction. Ça vous détourne de vos problèmes, c'est-à-dire de la trivialité. Je parle d'étudier en amateur, comme je le fais. Donc ça vous détourne de vos problèmes, de la trivialité, car s'abstraire permet de s'absenter momentanément des circonstances actuelles, jusqu'à ce que vous sentiez de nouveau la réalité. Elle est souvent au fond de la chaussure. Alors, qu'est-ce qui accable mon esprit ces temps-ci? Surtout la guerre, je dirais. Et deux autres problèmes, qui sont des problèmes privés, mais ça concerne beaucoup de gens, les problèmes privés. Et cela décrit le présent. Pour rappel, le présent est la veille de demain, tout en étant le lendemain de la veille. Bref, il est là tout le temps. Il porte des contrariétés qui demain seront oubliées. Il porte aussi la trace des troubles de la veille. Des conflits se perpétuent, des fêtes perdurent. Ainsi, le présent est omniprésent et les problèmes privés sont généraux. Mais puis-je faire un livre à partir de problèmes vulgaires et de la fugace sensation du présent? De quoi ai-je besoin pour écrire un livre? Il me faut du tourment politique, des difficultés sentimentales, des obsessions, des problèmes ordinaires, ça peut être des problèmes dentaires tout simplement, et il me faut surtout des mots que je ne comprends pas. Et dans ma liste des termes obscurs, il y a le mot providence. Je vais donc vous parler de tout ça et peut-être d'autres choses. Appelons ça une conférence, même si, vous verrez, j'ai peu de savoir et surtout des questions. Actuellement, vous disais-je, j'ai deux problèmes. Et le mot providence, que je ne comprends pas encore tout à fait, a au moins le pouvoir de me détourner de ces problèmes concrets et de me faire dédramatiser la guerre. Commençons par un ordinaire problème de logement. Comme beaucoup de gens sur cette planète, je vais être dans l'obligation de quitter un lieu avec mon compagnon. Mais a priori, nous n'aurons pas à marcher par tous les temps à travers l'Europe en quête d'un abri, comme l'ont fait certains de nos ancêtres, à nous tous. A priori, nous n'aurons pas à traverser la mer sur un bateau fragile. C'est tout de même une galère. Pour habiter quelque part, il y a beaucoup de démarches à faire, de gens à convaincre de votre besoin, de votre solvabilité, de votre valeur. Le mot politique émet un rayonnement et donne de la noblesse à toutes sortes de propos et grandit votre petit problème. Seulement, la réalité est plus démunie quand il s'agit de discourir, de persuader, de charmer les détenteurs du pouvoir. Surtout si vous ne parlez pas la langue adéquate. Le présent et ses difficultés, c'est décourageant. Alors croyez-moi, penser à la providence est un soulagement, même si c'est vain. Un autre problème qui caractérise le présent, c'est celui de mes archives. Est-ce que ces documents d'hier doivent migrer dans le futur ou pas? Si oui, où les stocker?
Je sais que le mot archive est un peu prétentieux et insinue que je m'accorde beaucoup d'importance. Ce n'est pas le cas. Cependant, je ne dispose pas d'un mot plus adéquat. Disons mes papiers. Mes papiers accumulés depuis des décennies sont devenus problématiques. Car comme tous les écrivains, j'ai une quantité importante de cahiers de notes. Ils me sont très utiles, ils me sont indispensables, et je vais vous en révéler un peu le contenu au cours de cette allocution. Mais après ça, je souhaite qu'il soit détruit. Et pourquoi donc vouloir se débarrasser de quelque chose qui vous est indispensable ? Eh bien parce que je ne veux que personne ne les lise. Il y a des notes privées qui sont compromettantes et j'aimerais qu'elles ne tombent sous les yeux de personne. Compromettant, ça signifie dangereux. Cela dit, un écrivain ne doit pas se soucier de sa respectabilité. Pour l'écriture, la honte est plus créatrice que les fiertés. Qu'est-ce qui pourrait solutionner mes deux problèmes du moment ? Une menace plus terrible, pardi, ou bien la providence. Autrement, je me dis, si la providence n'est pas disposée à m'aider, une mort collective serait la solution à mon problème d'archives. Mais même à Pompéi, tout n'a pas disparu. Il y reste des traces, des graffitis amoureux et des obscénités gravées au poinçon sur quelques murs. Je les ai vus de mes yeux. Un des aspects positifs d'une catastrophe éventuelle, c'est qu'elle suspend nos modestes tracas, nos tracas privés. La grande peur n'élimine pas nos problèmes personnels, mais elle les neutralise temporairement. En effet, quand la guerre me vient à l'esprit, j'oublie mes deux problèmes brûlants. La guerre jette tout ça dans le feu. C'est un moyen pour repousser la perspective de se retrouver sans habitat. Ce que je me dis pour conjurer la peur que mes archives soient lues, c'est qu'il y a pire. Pire que la honte, pire que l'inconfort. Il y a la destruction. La peur de la destruction totale est née avec la nouvelle guerre en Europe. Le pire n'est jamais sûr, dit-on en français. C'est une expression qui fait naître l'espoir au sein même d'une situation désespérante. On sent la Providence à nos côtés. On perçoit le mouvement de sa robe de fée. Il n'y a pas moyen de connaître son projet. Elle agit selon sa logique impénétrable. Elle crée des rapports inattendus, lumineux, stupéfiants, entre les points les plus distants, entre la mémoire et l'avenir. La politique a des objectifs, elle prévoit. Et si la Providence, par ses surprises, nous dépossédait du lendemain auquel nous avions travaillé ? La Providence pourvoit capricieusement et généreusement. Quelle est sa part dans nos existences ? Quelle est sa part dans l'écriture ? Dans l'écriture, il en résulte une poésie imprévisible. Et dans nos existences, ou à nos existences, elle donne le sentiment de l'exception. Comme lorsque j'écris un livre, je parle ici à partir de moi-même, en supposant que chacun pense à ses propres problèmes. Problème, c'est-à-dire ce qui lui est proposé. Problème, c'est-à-dire ce sur quoi l'on s'interroge. Problème, c'est-à-dire situation qui se présente avec ses difficultés, ses obstacles. Est-ce qu'un livre peut apporter une solution à un problème ? Est-ce que les livres sont un secours ? Est-ce qu'écrire permet de remédier à toutes les difficultés ? Pas du tout. Mais à faire face, oui. Mais ce n'est pas une distraction, pas du tout. Être écrivain, c'est être présent. Être présent et exposer sa vision. Fondre sa vision
dans le langage. La science prévoit, la littérature a des visions. Et ce qui gâte la vision, c'est la projection dans le futur et c'est l'analyse du passé. C'est la mesure, au fond, qui écrase la vision. Elle n'est pas de même nature que la prévision. Disons que le traitement des données du passé et la modélisation permettent de faire des prévisions. C'est comparable au mécanisme de l'algorithme qui, à partir de données fournies, établit une suite d'étapes en vue d'un résultat. Et ceci toujours pour résoudre un problème. Mais ces prévisions peuvent toujours être démenties par la Providence. Il s'agit d'un événement sublime qui vient bouleverser la réalité et parasiter les prévisions. J'avais prévu de boire exactement à cet endroit-là. Providence est un mot qui inspire confiance. Est-il pour autant innocent? N'y a-t-il pas des situations où c'est le mal qui est providentiel? Un événement malheureux peut s'avérer providentiel si on sait le transformer, je dirais. C'est du travail. Il sera pris en charge par l'écriture, par exemple. On pourra même se réjouir des bienfaits d'une catastrophe avec cynisme si l'on en a tiré profit. Mais la providence est par-delà bien et mal. Elle émane de Dieu, dit-on. Or, Dieu échappe à tout jugement moral. Il échappe à tout tribunal, à toute instance de validation morale. Mais alors, est-ce que la providence est une autre façon de nommer l'irresponsabilité? Dès qu'on s'intéresse à la providence, deux façons de voir l'existence apparaissent distinctement. Ou bien on considère sa vie comme une série d'incidents qui sont reliés par le principe de cause à effet, ou bien les incidents sont tout à fait distincts, ils ne sont pas reliés entre eux, il y a une discontinuité, ils sont le fruit d'une volonté extérieure. Mettons qu'ils viennent d'ailleurs. Les incidents, alors, n'ont plus de cause, mais une origine mystérieuse. C'est la conception de Moosbrugger dans le roman de Robert Musil, L'homme sans qualité. Pour exposer la lutte de ces deux logiques, Robert Musil décrit le procès d'un criminel. Le personnage se nomme Moosbrugger. Au tribunal, le juge énonce les méfaits et les crimes dont Moosbrugger est accusé. Notamment, il a assassiné une prostituée. Pour le juge, ces actes criminels proviennent de Moosbrugger. Il va donc être sanctionné, emprisonné. Le coupable ne conteste pas les faits. Il ne conteste pas la sanction. Ce qu'il conteste, c'est l'explication des choses. Ces actes qui lui sont reprochés n'ont pas de cause, selon lui. Ou plutôt, s'ils ont une cause, elle est à chercher en dehors de lui-même. Cette cause est à chercher dans l'univers. Ce sont des incidents qui sont venus sur lui, je cite, « comme les oiseaux reviennent de migration ». Fin de la citation. Pour le juge du tribunal, Moosbrugger est un cas. Un cas peut être examiné, analysé, mais Moosbrugger ne se voit pas ainsi. Il ne se voit pas comme un sujet. Il se voit comme un monde en soi, entièrement gouverné par une volonté extérieure. Une volonté extérieure, transcendante, c'est précisément une des définitions de providence. On lui met alors, à ce mot,
une capitale, un grand P. La providence transcende les religions. Moosbrugger se considère comme un monde, disais-je. Il est très difficile de dire quelque chose de convaincant sur un monde, écrit Robert Musil. C'est pour ça qu'il est impossible à Moosbrugger de se défendre contre les accusations. Il ne sait pas expliquer sa conception, il ne sait pas expliquer ses actes. Il ne peut que vivre sa vie, sans en être le sujet pourtant, et sans pouvoir en assumer la responsabilité. Et le narrateur dit que même quelqu'un de très habile n'aurait pas su expliquer les actes de Moosbrugger. Un avocat très habile, par exemple. Un psychologue, sans doute, n'en serait pas capable non plus. À la limite, dit-il, un écrivain serait capable d'exprimer ce qu'il se passait dans l'âme de Moosbrugger, mais ce n'est pas sûr non plus. Robert Musil écrit, je cite, « Il n'est malheureusement rien d'aussi difficile à rendre dans toute la littérature qu'un homme qui pense. » Fin de la citation. Quand il confronte le juge et ce criminel, le roman montre deux tactiques qui luttent entre elles, les deux sortes de logiques que j'ai exposées il y a une minute. Donc il expose ces deux sortes de logiques. Mais Moosbrugger, le criminel, est dans la position la moins favorable. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas s'exprimer. Et ses actes trouvent leur raison dans un ailleurs irrationnel et le conduisent à une vie sauvage et solitaire. La plupart des vies existent 100 000 fois, écrit Robert Musil. Et en effet, le temps présent charrie des vies qui se dupliquent. Sa vie à lui, à Moosbrugger, n'avait d'existence que pour lui-même. Est-ce que les artistes, poètes, écrivains doivent répondre de leurs actes créateurs ? Je ne peux pas exprimer d'opinion quant à ça. Je ne peux pas exprimer d'opinion quant à ça parce que nombre d'œuvres, parce qu'en fait, très souvent, les artistes font des choses qui leur échappent. Et nombre d'œuvres sont des accidents plutôt que des programmes. Quelle est la part de la providence dans une œuvre d'art ? Une œuvre, c'est un monde. C'est quelque chose qui s'est constitué subtilement, avec l'aide d'une force mystérieuse. Et comme on l'a vu chez Robert Musil, par le biais du personnage de Moosbrugger, il est très difficile de dire quelque chose de convaincant sur un monde. Il sera ainsi presque impossible à celui ou celle qui porte ce monde de l'expliquer. On n'est pas maître de ce monde, même si on le porte en soi. On n'est pas maître de ses pensées, on est en partie à soi-même totalement inconnu. L'œuvre s'engendre dans les profondeurs. Elle provient d'interactions de toutes sortes. C'est bien ce qu'écrit Rimbaud le 15 mai 1871 dans sa lettre à Paul Démeny, qu'on appelle aussi la lettre du voyant. Je cite, « Car je et un autre, si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident, j'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute. » Rimbaud, plus loin dans sa lettre, parle d'un coup d'archet qui va produire un remuement ou un bond. Et la providence peut être vue comme une impulsion, comme le point de départ d'un mouvement, le tour de manivelle administré à une poupée mécanique. Qu'elle bouge, qu'elle chante, c'est tout ce qui importe. Son déplacement n'a pas de but, c'est un mouvement neutre. L'action de providence est conduite par une main invisible. Les êtres sont conduits par une main invisible vers un lieu, vers une situation où ils sont temporairement en sécurité. Il y a une force. Et quand on écrit un livre, du moins, c'est ce qui m'arrive la plupart du temps, cette force m'amène dans un endroit qui n'était pas prévu. Souvent, je découvre ma pensée en écrivant.
Et comme le dit Rimbaud, je la vois éclore, je la regarde et je l'écoute, comme si elle provenait de quelqu'un d'autre. C'est une volonté extérieure qui lance les phrases. Du moins, au début, c'est comme ça. Même si je n'en comprends pas tout, je ne résiste pas à ses commandements. J'obéis. Ça a la force d'une vague énorme. Il y a quelques années, dans le journal Le Monde, j'ai lu un grand article sur les éleveurs et les bergers. Pardon. Donc c'était un grand article sur les éleveurs et les bergers. Plus précisément, c'était un papier qui parlait d'un conflit social opposant deux saisonniers à l'éleveur qui les employait. Et ce conflit était sorti de la bergerie, il était même allé au-delà des alpages. Mais ce n'est pas tellement ce qui a retenu mon attention. Ce qui m'a amené à lire très attentivement cet article tenait à la manière dont l'une des saisonnières parlait de son métier de bergère et ce qui l'avait amenée à ce métier, à cette forme de vie dont elle était très heureuse, malgré le conflit avec son employeur. Au départ, elle était infirmière. Elle vivait à Bruxelles. Un beau jour, alors qu'elle est en vacances dans les Alpes, attablée dans un café, lisant le journal local, elle reçoit une sorte de convocation intérieure sous la forme d'une petite annonce dans les offres d'emploi. Elle lisait les offres d'emploi alors qu'elle avait déjà un emploi. Bon. Et donc elle lit cette annonce. Groupement d'éleveurs cherche bergère même sans expérience. Noël, c'est son prénom, a une brusque révélation en lisant cette annonce. En un instant, elle change de vie. Et elle explique aux journalistes que c'est le mot bergère qui a fait ça. Uniquement le mot bergère, insiste-t-il. Oui, oui, dit-elle, bergère, ce simple mot. Ça m'a paru la réponse aux questions qui me tourmentaient depuis longtemps. À quoi je sers? Où est ma place? Fin de citation. C'est étrange qu'une infirmière puisse se sentir plus utile auprès des brebis qu'auprès des malades. Et dans cette enquête, j'ai aperçu le caractère providentiel du langage, sa portée, son caractère décisif. Notre langue ne nous sert pas seulement à exprimer un besoin, à exprimer une émotion, une idée, à communiquer, mais elle nous sert aussi à jouer ensemble. La langue est un outil, c'est aussi une finalité. C'est à la fois une machine qui a une utilité et un art, c'est-à-dire quelque chose qui joue. Qu'est-ce que c'est pour moi la langue? Mon sentiment pour le langage remonte à l'enfance. Très jeune, j'ai appréhendé la vie par le langage, mais peut-être même uniquement par ça. Les mots, les phrases, la ponctuation, les signes, les sonorités faisaient apparaître l'invisible, c'est-à-dire un monde au-delà du monde. Et je circulais entre deux mondes. Il y avait la réalité, c'est-à-dire le monde qu'on partage avec les autres. La réalité est collective et elle est constituée d'objets butés qui forment une heureuse opposition à la plupart de nos désirs et à notre folie des grandeurs. Et il y avait un monde qui n'avait d'existence que pour moi-même, le monde de l'exception, qui est au-delà de la langue adéquate et qui est autogéré, et qui est plus fort en spectacle et en musique, et qui est plus grisant. Sans que je le veuille, les mots me transportaient vers ce monde particulier. Les mots avaient une vibration, une luminosité. Dans les poèmes, il y a de l'or. Dans les romans, des étoffes chatoyantes. Dans les contes, des robes couleur de lune. Mais il y a aussi les mots qui sont comme morts. Il y avait des phrases qui étaient dites et répétées, mais qui ne me disaient rien. Rien du tout. Je ne les comprenais pas. Des mots inertes. Par exemple, femme, Dieu, désir,
maternité, vérité, monde, providence. Et j'arrête là la liste, mais il y en a d'autres. À partir d'un certain moment, il m'est devenu nécessaire de formuler ce que je voyais à travers les mots par leurs vibrations, leurs ondes. Il me fallait les diriger dans mes phrases chargées d'énergie et d'information. Écrire un mot, une phrase, prononcer un mot, une phrase, ça avait l'effet d'un coup d'archet. Parmi les livres que j'ai écrits, il y en a un qui s'est écrit lui-même. Il s'est auto-écrit. Il a pour titre Le musée des valeurs sentimentales. Sa structure repose entièrement sur le langage. C'est le langage qui gouverne le livre. J'avais exceptionnellement choisi une écriture à contrainte, alors que j'aime pas tellement les écritures à contrainte. Bon, j'avais choisi une contrainte. Le dernier mot de chaque phrase était repris au début de la suivante. C'est une technique qui s'appelle l'anadiplose. Ça crée des répétitions, des lourdeurs, un bégaiement, mais aussi des envolées. C'est un roman formel. Pour moi, c'est surtout une machine. Et qu'est-ce qui a pu me faire fabriquer cette machine littéraire ? J'avais un but. Et être dirigé vers un but, c'est pas si fréquent. J'avais un but, je voulais être utile. Je voulais être utile à quelqu'un. Je venais de rencontrer un homme avec lequel j'avais de longues conversations tous les soirs, et cet homme avait un problème. Nous parlions de son problème. Alors voilà, le problème, c'est celui-ci. Cet artiste avait un jour fabriqué une sculpture qui, depuis qu'elle était sortie de l'atelier, était allée de lieu en lieu, parfois dans un musée, parfois chez un ami, parfois chez un collectionneur. Et chaque fois, elle avait déclenché un drame dans le lieu où elle se trouvait. Et chaque fois, il avait fallu la déplacer. Et ce déplacement incessant faisait l'histoire de l'œuvre, tout comme les déplacements de population font l'histoire avec un grand H. Il fallait lui trouver à nouveau une place quand j'ai rencontré son auteur, l'artiste Pierre Weiss, ici présent. Il me semble important de revenir à l'origine autobiographique du roman parce que c'est son énergie. Pour ce livre en particulier, mais je pourrais le dire en général, de tout roman. Certes, il y avait la volonté intellectuelle de réfléchir au fil d'une fable, de réfléchir à la notion de valeur, oui, qui faisait aussi partie de ma liste de mots inertes. Parce que ce mot valeur, à l'époque, je l'entendais beaucoup, mais je ne le comprenais pas. Mais avant toute chose, quand j'ai entrepris ce livre, je voulais être la femme providentielle, celle qui porte secours. Je voulais être utile. Et c'est pour cela que j'ai fabriqué une machine. Parce que les machines ont toujours une utilité. On s'en sert en vue d'un objectif. Alors paradoxalement, ce livre a l'air d'une plaisanterie. Il a l'air gratuit, alors que c'est un projet altruiste. J'étais convaincue de l'utilité de ce livre. Il avait la valeur d'une action. Mais aujourd'hui, il a l'air d'un pur jeu d'esprit. À quel moment et sous quelle forme la providence s'est-elle manifestée dans ma vie ? Je pense que chacun peut se poser la question. Et un matin, j'étais chez la kiné et comme à chaque séance, elle me dit « Alors, quoi de neuf ?» Je lui réponds que ce qui m'occupe l'esprit actuellement, c'est la providence. La kiné me demande de lui expliquer ce que c'est car elle n'a jamais entendu ce mot. Je lui dis, eh bien, c'est quelque chose qui vient de manière inattendue vous porter secours, comme une main invisible qui vous sort des flammes du présent et vous met à l'abri. Alors la kiné m'a raconté un épisode de sa vie dont elle garde un souvenir non pas traumatique mais illuminé. Alors qu'elle était certaine de périr dans un incendie,
qui se propageait vite et l'avait encerclée, elle a été sauvée de justesse par ce qui lui semble précisément une gigantesque main invisible. Elle me demande, et alors vous avez rencontré la Providence ? Sur le moment, je n'ai pas su quoi raconter. La kiné m'a dit, quand vous faites une conférence, vous ne devez pas vous contenter d'avoir des références. N'oubliez pas la clinique, les faits authentiques, l'observation. Ma kiné dit parfois les mêmes choses que Virginia Woolf, mais autrement. À savoir que ces toiles, qu'il s'agisse de livres de littérature, de sciences humaines ou de médecine, ils ne sont pas tissés au beau milieu de l'air par des créatures désincarnées. Ils sont le travail d'êtres humains qui souffrent et qui sont arrachés à des choses grossièrement matérielles, comme la santé et l'argent, et les problèmes dentaires et les maisons où nous vivons. J'appelle Providence toute personne qui arrive à point nommé pour changer ou sauver une situation. Les faits, les personnes, les livres m'ont secouru, ou bien ont changé le cours des choses. Ils tracent nos parcours. La Providence a posé des livres sur mon chemin. C'est ce que je dirai à la kiné la prochaine fois d'ailleurs. Il y a des livres que je me suis procurés. Mais il y a aussi surtout des livres qui se sont trouvés là, au même endroit et au même moment que moi, posés là, ou mis entre mes mains parce qu'ils devaient m'aider, voire me secourir. Par exemple, 2666 de Roberto Bolaño. Il m'est utile ce roman. Il me fait penser beaucoup. Il crée des mouvements dans mon esprit, de l'énergie, des affects, et il m'a donné des idées pour la vie triviale aussi. Il m'a fait réfléchir à certaines notions, comme la providence, l'utilité, le danger, le repas. Il m'a amené à une attention prodigieusement présente, peut-être comme beaucoup de livres. Peut-être qu'un livre utile, c'est un livre qui vous fait exercer vos facultés, qui vous fait découvrir un aspect du monde ou de vous-même. Certaines choses que je n'avais pas encore comprises, malgré mon âge avancé, des sentiments envers d'autres êtres, des affections fulgurantes qui semblent combler la vie d'un seul coup, tout cela m'est venu à l'esprit avec clarté quand je lisais ce livre de Bolaño. Ou bien c'est tout simplement un livre qui vous fait passer le temps intensément. Il vous procure un espace, une sorte d'habitat, une grotte. Il vous place dans un lieu intermédiaire qui vous isole et qui vous relie à quelque autre monde. Avec lui, vous veillez toute la nuit. Il vous conduit à l'aurore. La providence, c'est la volonté extérieure et transcendante. J'ai dit ça tout à l'heure. On peut la relier à la notion d'inconscient. Alors, car l'inconscient, c'est la volonté interne et en même temps, c'est la volonté extérieure, c'est-à-dire autonome. Certaines de nos actions, de nos pensées, sont commandées par notre inconscient. Nous obéissons ainsi à des commandements dont nous ne comprenons pas toujours le sens. Ils peuvent être désastreux pour notre vie extérieure, sociale, mais excellents pour la vie individuelle, mentale, artistique. Qu'est-ce qui nous sauve ? La mort des autres, c'est parfois ce qui sauve notre propre vie. J'ai commencé à écrire beaucoup quand j'avais 20 ans. La mort de quelqu'un m'a donné cet élan. La mort d'un proche, cela peut être une libération, parce que le lien objectif se rompt et on en construit un autre. C'est un lien sans contrainte. Il est souple, il est bon, il est inspirant. Inspirant, ça veut dire qu'il amène de la magie dans la pensée ou de l'électricité si on préfère. C'est-à-dire de l'énergie, de la chaleur, de la lumière, des rapports étroits, du nerf. Réfléchir à la providence amène la question : qu'est-ce qui nous sauve ?
et de quoi? Dans mon cas, la littérature est le secours majeur, l'écriture et la lecture. Un coup d'archet, et soudain, le monde se réorganise. La vie banale se met à chanter, le mystère l'accompagne, on n'y comprend plus rien. Mais on a des illuminations, des moments de clarté intense. Ça change le cours de notre destin. Nous sommes sauvés du futur que nous envisagions, nous sommes cueillis, nous sommes extirpés de l'eau où nous étions en train de sombrer avec nos problèmes. Dans 2666, le roman de Roberto Bolaño, il y a un épisode qui raconte un drôle de secours, une manifestation paradoxale de la providence. Un homme est sur une barque. Il navigue sur un lac. Son embarcation se retourne à cause d'un coup de vent. C'est un coup de vent très violent et l'homme est dans l'eau. Il reste agrippé à la coque, mais le froid et la fatigue peu à peu affaiblissent son corps et son esprit. Il sent qu'il va finir par lâcher prise. Il craint de couler dans l'eau glacée et c'est inéluctable. Soudain, dans le ciel, il voit apparaître des lueurs et même des éclats de lumière et il lui semble que c'est un hélicoptère qui va le sauver. Mais il n'entend pas le bruit habituel de l'hélice. Ce n'est pas un hélicoptère. Ce n'est pas un hélicoptère, mais c'est un avion qui est en train de s'écraser et qui s'écrase d'ailleurs non loin de notre naufragé. Les secours arrivent. Ils viennent en aide aux naufragés qu'ils prennent pour un rescapé du crash. C'est une manifestation de la Providence, disais-je. Ce qui a sauvé l'individu, c'est la catastrophe aérienne. L'individu tout près de la noyade a été sauvé de la mort. Il a été repêché. Et en fait, ce qu'il a sauvé, c'est la mort des autres. C'est un petit épisode de cet énorme roman. Mais ce tout petit épisode fut un moment très important de ma vie. Et je ne cesse de penser depuis ça à la cruauté de la Providence, mais aussi au fait que nous devons le confort de nos vies à la mort massive de gens indistincts, totalement inconnus. Je vais m'arrêter ici, mais normalement, il faudrait une conclusion. Parce qu'il faut une conclusion à un discours. Et j'aurais souhaité quelque chose d'enthousiasmant pour finir. Ce sera un extrait de mon livre à paraître le 25 août. Il a pour titre totalement inconnu. Je ne dis pas ça, ce n'est pas pour dire que mon livre est enthousiasmant, mais parce que je vais vous lire un passage qui raconte un moment d'exaltation dans l'enfance de quelqu'un. C'est une situation offerte par la Providence, un moment solaire d'un rayonnement illimité. Voilà, revivre un épisode de sa vie enfantine devant autrui n'est pas une chose naturelle, mais il s'agit ici d'un texte et non d'un souvenir d'enfance. Il y a 1,5 million d'années environ, mon cerveau a subi une sorte d'explosion. Il s'est dilaté soudainement. Et depuis ça, j'ai besoin d'être écoutée. Mon cerveau a grossi et il s'est retrouvé serré dans le crâne. C'est très inconfortable. Pour que je sois à l'aise, ma mère retouchait mes vêtements. Elle ajoutait des bandes de lycra à la ceinture et sur les côtés. Comme je grossissais tous les jours un peu plus, il ne m'était plus possible de fermer ma jupe, ni même bientôt ma salopette. Mais grâce au lycra, ma chair était couverte et plus à l'aise. C'était comme être en maillot de bain quant à la sensation. Le cerveau obèse, il allait bientôt déchirer son enveloppe, lui.
On voit ce genre de boursouflure ou lacération du sol dans les villes où les arbres ont développé de très grosses racines. Pour contenir cet énorme cerveau, la nature a repoussé les os de notre crâne vers l'extérieur, ce qui m'a donné un front haut et plat. Je le cache sous une frange. Ou bien il m'arrive de l'exhiber, c'est l'occasion de montrer aussi les cheveux blancs au revers de ma frange. Les cheveux blancs manifestent une certaine longévité. J'ai survécu au désespoir, à la maladie de Lyme, au cancer. Pour le moment, j'ai été épargnée par la guerre, le terrorisme, le coronavirus. À l'image de ce qui s'est passé avec mon cerveau il y a 1 million d'années, mon corps en entier s'est agrandi, il s'est élargi. La poussée a été particulièrement intense à l'avant. Ventre et visage ont gonflé, tout comme les lobes frontaux de mon cerveau il y a 1,5 million d'années. C'est grâce à cette prise de poids cérébrale que je communique. À ce moment de ma conférence, j'espère qu'on m'écoute encore. Comment savoir ? Peut-être que je parle dans le vide. Il me semble pourtant que je dis des choses intéressantes et universelles. Mes lobes frontaux ont sailli de l'avant du cerveau et leur développement a façonné la forme de mon crâne. J'ai un crâne moderne, il est rond, il est en harmonie avec mes attributs féminins, spécimen avec ventre, fesses et seins dans une version arrondie. Pendant les 4 premières années de ma vie, j'étais un animal simple, doté d'un crâne, d'une colonne vertébrale, de membres dont je faisais usage pour me déplacer en vue d'obtenir de la nourriture ou pour jouer. Élevé à la campagne, j'appréciais la chaleur des bêtes et il m'arrivait de m'endormir sur des coussins auprès du chien ou dans la paille avec les poules. J'embrassais les moutons, les cochons et les hommes indifféremment. Puis j'ai commencé à me laver les mains toute seule. On m'a enfermée dans une école, c'est tout ce que j'ai gagné à être propre. On a mis des grandes feuilles de papier sur les murs. On a versé des couleurs visqueuses dans des bacs en plastique. J'ai plongé mes mains dedans et les ai apposées sur les murs. On a tous fait pareil. Tout ça sous le regard des pédagogues qui étudiaient nos gestes, nos expressions, les baisers et morsures que nous échangions avec nos semblables. Ensuite, on a dansé en sous-vêtements, mais juste les petits en sous-vêtements. Les adultes restaient vêtus. Ils étaient postés au coin de la salle avec un sifflet pour nous rappeler à l'ordre. La plupart des petits s'en foutaient et la joie proliférait. J'étais inquiète, moi. J'avais peur du sifflet. J'avais peur d'être mise dans une cage comme le chien. Pendant la frétillerie, nos habits étaient dans une grande machine à laver inventée, nous a-t-on dit, par des hommes pour faciliter la vie des femmes qui ont plus de temps pour s'occuper des hommes et de leur progéniture du coup. Dernièrement, j'ai retrouvé en moi ces sensations de l'enfance. C'est une artiste qui est à l'origine de cette réminiscence. Elle m'a fourni ses œuvres sous format JPEG. J'ai passé pas mal de temps à regarder ça sur l'écran de mon ordi. Elle m'a envoyé entre autres une photo où l'on voit un sol couvert de petites plumes multicolores et de confettis. Je l'ai moins considérée comme une œuvre de l'artiste commanditaire qu'un document de joie se rapportant à mes débuts d'Homo sapiens. Quand l'image est apparue sur l'écran de mon ordinateur, je me suis mise à siffler. Mais qu'est-ce que je sifflais ? J'avais la mélodie et le rythme, c'est tout. Impossible d'identifier cet air qui me hante. Un truc dont je ne connais ni le titre, ni le compositeur. Et comment on fait dans ces cas-là ? À ma connaissance, il n'existe pas de logiciel qui reconnaisse une musique qu'on lui susurre. À des amis mélomanes, il m'est arrivé de siffler cet air en espérant qu'il puisse débloquer la situation, c'est-à-dire me fournir les références. Je ne peux faire que le début, qui est une montée de notes brèves. Après, ça devient de plus en plus rapide et même saccadé et il faut savoir siffler très fort. Je n'y arrive pas.
Bah alors chante, me dit-on. Oui, ce serait plus réussi parce que je chante bien. Du moins, je vis avec cette illusion. Cet air, c'est la photo qui me l'a remis en tête, donc, dernièrement. On voit un sol jonché de confettis, de plumes. Il a été balayé depuis longtemps, mais il perdure. Ce sont des documents de joie. Vous voyez ce genre de joie qui rend un peu triste parce qu'on sait son ardeur liée à des circonstances exceptionnelles. C'est pas fini. Dans mon village, une fois par an, il y avait une fête. Cela paraît dérisoire, mais ces fêtes naïves de ma jeunesse ont été importantes. Et bien que balayés depuis longtemps, les confettis qui juchaient les rues sont encore actifs, puisque je me suis mise à siffler sous l'effet de cette photo. Le village était un pourrissoir autrement. On attendait juin, c'était le mois de la fête. Elle se préparait pendant 12 mois. Dans la période qui la suivait, nous observions ses traces. Des pétards, des habits, des plumes, des fleurs en papier, tous les miettements de la fête. En attendant le retour de la fête, on poussait dans ce pays figé. Les festivités s'étalaient sur 2 jours. Il y avait une course à pied. Les gens du village ne couraient jamais, sauf là pour gagner une télé, je suppose. À l'époque, on adorait ça, la télé. Après la compétition, la rosière était couronnée par le maire qui était gros et barbu. Chaque année, sur la place, paraissait une nouvelle jeune fille et sa suite, toutes vêtues de blanc et portant un diadème. Je regardais ça avec la même intensité que je lisais mes livres. Replis, sinuosité des robes, trilles des voix jeunes mêlées aux voix tremblantes des mémés, la poudre rose émise par les applaudissements, et la nuit, les étincelles, la procession et surtout la danse. D'où vient la mélodie que je me suis mise à siffler en regardant la photo du sol jonché de confettis? C'est de là que ça vient. Un tapis de confettis qui perdure, c'est ce que je vois dans cette photo. Un document de joie. C'est ainsi que j'accueille cette photographie qui est signée Valérie Mregen. Il n'y avait pas de danse folklorique dans mon village. On n'avait aucune tradition, à part cette fête annuelle qui s'est adaptée au mode vestimentaire et musical dicté par le commerce mondial. À l'époque où je prenais part à cette fête, on dansait surtout en solo. Les adultes se trémoussaient comme les petits illettrés de l'école maternelle. Et j'ai envie de raconter maintenant ce grand moment de mon existence. Il y avait eu un désistement. Alors on m'a prise, j'avais 5 ans. On m'a prise pour être un elfe dans un ballet qui a été donné dans la cour de l'école. On m'a fait à même le corps un costume en papier. C'était jaune, léger. C'était atmosphérique. Aux premières mesures, j'étais immobile au creux de la musique. J'étais silencieuse, enfouie. J'étais intense dans mes bandelettes de papier. Puis je me suis dressée comme on me l'avait indiqué. Et j'ai suivi la musique. En un instant, je me suis mise à volter çà et là, emportée par la musique. Elle décidait pour moi. C'était fou. La musique me portait et elle m'entraînait sur tout l'espace de la danse qui avait été délimité à la craie sur le goudron de la cour d'école. Je n'étais plus rien qu'une particule poussée par l'orchestre. On m'a vu pousser, fondre, jeter, tanguer, détruire ce pourrissoir, l'adoucir. Ce qui est bizarre, c'est que je me sentais à la fois en liberté totale et pourtant entièrement déterminée par cette musique-là qui soufflait sur moi, qui me poussait dans tous les sens. J'étais comme un petit bout de papier. Dérisoire, vous vous dites? Oui, peut-être dérisoire.
mais c'est le sommet d'une vie. Les autres danseurs et les danseuses, ils m'ont porté, ils m'ont hissé au-dessus de leur tête. Les gens criaient bravo, ils nous ont jeté des confettis, j'en avais jusque dans la bouche. Pendant pas mal d'années, j'ai fait forte impression sur mes semblables, non pas à cause de la soirée de gala que je viens de relater, mais en leur montrant ma langue bleue. Je propulsais ma langue et je la rétractais rapidement. Ils poussaient des cris de surprise, d'effroi, d'amusement. Une langue bleue, tu l'obtiens en mâchant des myrtilles. Ils ont fini par découvrir le truc. Un midi, à la cantine de l'école maternelle, on nous a servi des tartelettes aux myrtilles. Et on a tous eu la langue bleue. Normalement, l'âge où l'essentiel se passe dans la bouche, ça s'arrête vers 5 ans. Chez moi, ce rapport au monde perdure. Mais ce n'est plus aussi fort que durant ma première année d'Homo sapiens où toute ma connaissance provenait des sensations buccales. Je reconnaissais alors les gens à leur odeur, à leur goût. Comme le chat de la maison, je humais le monde. Le monde était alors moins vaste que profond. Le corps de ma mère était plein de fossés, de collines, plein de cachettes. Quand je la regarde, ça me revient. Actuellement, il nous est demandé de ne plus toucher personne et de ne pas s'approcher des gens à cause des risques de contamination. Je n'ai pas embrassé ma mère depuis plusieurs mois et j'ai recours à de faux souvenirs, ceux de ma première année, pour garder le contact. Ma mère me caressait le ventre et cela me faisait agiter mes pattes. Je poussais des cris, j'imagine, comme tous les petits de mon espèce. Il y avait aussi les sessions de dressage. Je fais beaucoup de choses que les animaux ne font pas. Personnellement, malgré la supériorité de mon espèce, je ne me trouve pas mieux que les animaux. N'importe quel rat a le pouvoir de me faire déménager. Les chevaux me tiennent en respect, même les amibes, qui ne sont pas des mammifères. Même les amibes suscitent mon admiration. Les amibes, précisément les myxomycètes, sont capables de sortir d'un labyrinthe. Je ne sais pas si j'y arriverai, moi. J'écris des livres. Je discute sur la signification des mots. Je cherche à comprendre. J'ai besoin de savoir. Je veux qu'on m'écoute. Je transforme des arbres en pâte à papier. J'examine des feuilles de fougère sous un microscope. J'équipe mon chat d'une puce qui me permet de le localiser. Je pilote des véhicules, notamment des avions. Je vais sur la Lune, j'en reviens. Je fabrique du vin avec du raisin. Je fais du pain. Je fume du tabac. Je prends des drogues. Je crée des lois qui interdisent de faire ce que je fais quand même en trouvant le moyen de contourner l'interdiction. Je manipule des molécules ADN. J'étudie l'extinction des espèces. J'envisage mon extinction. Je suis l'Homo sapiens. Je vais vous en faire la démonstration. Il faut toutefois que je dorme suffisamment.